Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'un projet qu'on a terminé et qui consistait à développer et valider un questionnaire de dépistage de l'incapacité prolongée liée aux lombalgies. Donc, tout le monde sait, je pense, que l'incapacité prolongée à la suite d'un trouble musculo-squelettique, c'est un phénomène qui est rare, mais dont les coûts sont très élevés, tant sur le plan humain que sur le plan financier. Et pour arriver à contrer ce phénomène-là, depuis les 20 dernières années environ, il y a eu plusieurs études de cohorte qui ont été entreprises pour tenter d'identifier quels sont les meilleurs prédicteurs de ce phénomène, qu'est l'incapacité prolongée. Et ces études-là ont permis d'illustrer le rôle central des variables psychosociales dans le développement de l'incapacité prolongée. Ça a suscité beaucoup d'espoir dans la communauté scientifique. On s'attendait à ce que les interventions qui ciblaient des variables psychosociales, donc des interventions dites biopsychosociales, on s'attendait à ce qu'elles mènent à de meilleurs résultats que les approches standards. Hélas, déception dans le domaine. Malgré ces connaissances-là, on est face au constat actuellement que les résultats des études cliniques ayant utilisé une approche de nature biopsychosociale produisent des résultats qui sont, à l'heure actuelle, à tout le moins mitigés. Donc, parfois, on obtient des bons résultats, parfois non, mais il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas un effet marqué qui permet d'illustrer l'effet attendu là, suite au développement des connaissances dans ce domaine-là. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une avenue prometteuse. Il y a plusieurs explications possibles pour expliquer ce constat-là, mais une d'entre elles, c'est que, dans le fond, il y en a plusieurs, je vais en donner au moins deux. C'est-à-dire que dans les interventions de nature multidisciplinaire ou biopsychosociale, on fait souvent des essais randomisés et on va offrir la même intervention à tout le monde. Donc, ce que les chercheurs pensent actuellement, plusieurs chercheurs l'ont soulevé, c'est que les individus sont différents, donc, et c'est pas juste dans le domaine de la réadaptation qu'on dit ça, mais les individus sont différents, donc on devrait tenter de mieux cibler les interventions et de l'ajuster en fonction des caractéristiques des individus. Donc, c'est un peu la théorie du subgrouping, de faire des sous-groupes pour offrir les interventions. Et une autre explication aussi, c'est qu'on a inclus dans les essais randomisés des participants, mais ces participants-là n'étaient pas nécessairement à haut risque, et là, on leur offre des interventions destinées aux individus à haut risque de devenir en incapacité prolongée. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le fond, peut-être que ça aurait été plus utile de dépister d'abord les individus à haut risque, donc d'identifier qui sont-ils et de les envoyer dans ces interventions-là. Donc ça, c'est une approche qui est utilisée. Il n'y a pas beaucoup d'études parce que les questionnaires sont relativement nouveaux, mais les quelques études qui sont disponibles tentent toutes à démontrer des résultats qui convergent, qui vont dans le même sens. Donc c'est une approche prometteuse. Mais au moment d'entreprendre la présente étude, ces études-là dont je viens juste de vous parler n'existaient pas. On commençait à peine à développer des outils de dépistage. Il y en avait en fait deux qui étaient disponibles au moment d'entreprendre le projet. On aurait pu les traduire et les utiliser, mais en les examinant attentivement, on s'est aperçu que malgré la présence de bonne qualité psychométrique, ces instruments-là comportaient des limites. C'est-à-dire que, entre autres, les plus majeurs, c'est qu'il y avait plusieurs indicateurs qui étaient mesurés par ces outils-là, qui n'étaient pas des indicateurs, des variables modifiables par l'intervention. Et aussi, il y avait peu d'items liés au travail. D'où l'entreprise de la présente étude qui visait à élaborer un questionnaire de dépistage précoce de l'incapacité prolongée liée aux lombalgies. Le but, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était premièrement de développer un outil et ensuite de le valider. Donc, déterminer la validité, la fidélité du nouvel outil. Donc, pour élaborer le questionnaire, comment on s'y est pris? On aurait pu construire, vous savez, quand on développe un nouvel outil de mesure, on peut élaborer toutes les questions et là, faire de la validation, etc., etc. Ça aurait été beaucoup plus long et on n'a pas jugé utile de le faire puisqu'il y a plusieurs instruments de mesure qui se sont révélés utiles pour prédire l'incapacité. Donc, plusieurs instruments de mesure étaient disponibles et ces instruments-là de mesure ont été associés aux variables qui nous intéressaient. Donc, on s'est dit, on va partir de ce qui existe déjà, on ne réinventera pas la roue.
Et nous, en plus, dans une étude antérieure, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait administré 13 instruments de mesure. Donc, on avait une banque de 188 items qui avaient été administrés et utilisés pour prédire notre variable d'intérêt qui est l'absence prolongée. Donc, on s'est dit, pour développer notre questionnaire, on va regarder parmi notre banque de données qu'on a, quels sont les indicateurs ou les items, les questions qui sont les plus reliés à notre variable d'intérêt. Et à ces variables-là, on a également ajouté des variables socio-démographiques pour vraiment essayer de construire un outil de prédiction le plus, augmenter la prédiction le plus possible. Et on a également, sur la base d'une mise à jour, mise à jour de la littérature, on a également ajouté à notre outil des nouveaux items qui portaient spécifiquement sur le travail, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui émerge là, dans la littérature, c'est que c'est vraiment le travail, c'est un aspect important quand on s'intéresse à un phénomène comme l'incapacité prolongée, et ça manquait dans les outils. Et au moment où nous, on avait fait notre étude, il n'y avait pas beaucoup de questionnaires disponibles, mais à partir de la date où on a fait l'étude et au moment où on a sélectionné nos items, il y avait des nouvelles connaissances qui nous ont permis, des nouveaux outils qui ont été proposés sur le travail, donc on a pu les inclure dans notre nouvel outil pour vérifier leur capacité de prédiction. Là, ici, ce que j'ai indiqué, dans le fond, c'est les dimensions mesurées et les échelles. C'est pas important là, de voir, c'est juste que pour que vous puissiez voir de quel instrument de mesure, finalement, comporte les items les plus utiles pour prédire notre variable qui est l'absence prolongée, plus de 182 jours. Donc, on a le SOPA qui mesure la douleur, les peurs, évitement envers l'activité physique qui vient du FABQ de Waddell, le Chronic Pain Coping Inventory qui mesure les stratégies d'évitement, la douleur, l'anxiété, l'insomnie. Et ici, on a, donc ça, c'est plus, si vous connaissez le domaine, plus les yellow flags qu'on appelle, là, les variables psychosociales liées à l'individu, mais on a aussi inclus beaucoup de blue flag et black flag, donc les pratiques et politiques organisationnelles, la satisfaction au travail, la latitude décisionnelle, l'aide, ça on trouvait ça important, est-ce que vous allez avoir de l'aide au retour au travail ou des accommodements possibles, donc peur évitement par rapport au travail, soutien social en milieu de travail, soutien social perçu en milieu de travail, puis aussi des variables sociodémographiques liées à l'emploi comme la sécurité d'emploi, ensuite le temps nécessaire estimé par l'individu pour retourner au travail, les conditions de travail, on trouvait ça aussi important de les inclure, donc le statut d'emploi, nombre d'heures travaillées, horaire, type d'horaire, mode de rémunération, des variables aussi sociodémographiques, niveau de scolarité, âge, sexe, etc., revenus, et clinique. Donc, c'était un amalgame d'items, si vous voulez, qui se sont révélés fortement reliés à notre variable d'intérêt. Donc, on les a utilisés pour créer le nouvel outil, pour en arriver à un questionnaire de 67 items qu'on a ensuite on a pu partir, on avait notre outil, ensuite on a pu partir notre étude qui a consisté à documenter ces qualités psychométriques de ce nouvel outil-là. Alors, on a effectué une étude de cohorte sur 12 mois, avec suivi à 6 et 12 mois. Les critères d'inclusion, c'est être en arrêt de travail de 35 à 83 jours, donc qui est considéré comme la période subaiguë. Travailleurs francophones âgés de 18 à 60 ans, lombalgie commune, donc lombalgie non spécifique avec les codes utilisés par la CSST. Critères d'exclusion, évidemment, toujours les mêmes, les fameux red flags, drapeau rouge, pathologie grave de la colonne, chirurgie antérieure ou être enceinte. Ce n'est pas un red flag, mais elles étaient exclues parce que ça peut être une autre raison que le mal de dos qui explique la douleur. Donc, ou l'arrêt de travail. Donc, la variable prédite, ce qui est important ici de noter, c'est que notre variable prédite, on a vraiment utilisé le nombre de jours d'absence parce qu'on avait le choix entre plein de variables. On aurait pu prendre le statut d'emploi, retourné versus non retourné. On aurait pu prendre le nombre de jours d'absence plus de 6 mois, plus de 3 mois. Mais nous, on a décidé de prendre le nombre de jours d'absence sur une période de 340 jours.
parce qu'on trouvait que c'était la variable qui représentait le mieux l'absence prolongée telle que définie dans la littérature. 4832 noms nous ont été fournis par la CSST. On a réussi à en rejoindre 2543. Finalement, qui ont été volontaires pour participer, on en a eu 535 et au suivi de 6 mois, 410 ont pu être rejoints et au suivi de 12 mois, 310 ont pu être rejoints. Donc, qualité psychométrique de l'outil. Simplement pour vous dire qu'en termes de qualité psychométrique, on a regardé la fidélité, bien sûr, fidélité test-retest, consistance interne. Ce qu'on voit ici, c'est que, je ne m'attarde pas très longtemps, mais simplement pour dire, si vous regardez les coefficients de corrélation, quand c'est en haut de 0,60, on juge que c'est acceptable, que c'est fortement corrélé et que c'est modérément à fortement corrélé. Donc, vous voyez qu'il y a seulement les peurs au travail et les peurs liées à l'activité physique qui sont en dessous du 0,60. C'est probablement lié au nombre d'items. Il y a peu d'items qui mesurent ces dimensions-là. Donc, mais ce n'est pas inquiétant. Là, quand on dit qu'entre 0,30 et 0,60, c'est modéré et au-dessus de 0,60, c'est fortement lié. Donc, ça allait en termes de test-retest. Consistance interne, bonne nouvelle, ça va bien. Selon le critère de Nunelli en 1978, il a proposé que 0,70 et plus, c'était tout à fait acceptable. Donc, on a seulement la dimension anticipation de retour au travail qui s'en éloigne. On s'est aperçu qu'elle était très corrélée avec facteurs organisationnels, donc on les a combinés et là, on a obtenu un alpha de consistance interne de 0,82. Donc, c'était la raison qui expliquait là, sa faible consistance interne. Donc, ça, c'est deux qualités qui nous disent que l'outil est fidèle, donc il permet de reproduire des résultats similaires lorsqu'on l'administre à deux moments différents dans le temps. Et par la suite, on pouvait donc passer à l'étape suivante qui était de déterminer sa validité prédictive. Encore, c'est beau que l'outil soit fidèle, mais est-ce qu'il est utile? Et pour démontrer s'il est utile, on regarde généralement sa capacité, quand il s'agit d'un outil de dépistage, on va regarder sa capacité à distinguer les malades des non-malades. En biostatistique, on va dire ça comme ça, là, parce que c'est des analyses qu'on fait plutôt dans le domaine des biostatistiques. Donc, la validité prédictive, est-ce que notre outil nous permet de dire qui est malade versus qui sera sain? Dans notre cas, qui va évoluer vers l'incapacité chronique et qui n'évoluera pas, donc absent plus grand de 182 jours versus absent moins de 182 jours. On a procédé à des calculs de l'air sous la courbe, l'AUC, la courbe ROC, et on a obtenu un indice de 0,73 qui témoigne de la capacité discriminante de l'outil. Donc, c'est jugé tout à fait acceptable, un outil qui obtient un score de 0,73. En fait, on la juge excellente, la capacité discriminante, quand on est à 0,80 et plus. Alors, on se rapproche, là, on est dans le très bien. Ce qui est pour un outil, on n'est pas dans le dépistage du sida ou du VIH ou des tests cliniques comme ça. Donc, pour un outil psychosocial, des variables psychosociales, l'utilité qu'on va en faire, c'est vraiment un outil, là, c'est très bien d'obtenir ce type, un coefficient de 0,73. Alors, simplement pour vous illustrer, dans le fond, la capacité prédictive, on ne l'a pas testé avec les 67 items, mais il a fallu qu'on regarde parmi les 67 items qui composent notre questionnaire, lesquels sont les plus utiles pour prédire notre variable d'intérêt. Et là, on a encore épuré, on est parti des 67 et on est arrivé à 22 items qui, eux, sont vraiment très fortement corrélés avec notre variable dépendante, qui est l'absence prolongée. Et comme on voit ici, ce qui ressort, c'est la peur que le travail nuise au mal de dos, l'évaluation du temps requis avant le retour au travail, le revenu familial, un niveau de scolarité, le plus haut niveau de scolarité atteint étant le primaire, et les préoccupations, l'horaire de travail irrégulier, les préoccupations face au travail, qui comprend les facteurs organisationnels et les réactions lors du retour au travail. Il fallait aussi poursuivre la validation pour les analyses sur la validité, parce que quand on fait un outil de dépistage, on veut aussi savoir, si vous savez, en biostatistique, on dit est-ce qu'il est sensible, est-ce qu'il est spécifique, c'est quoi sa valeur positive prédictive, sa valeur négative prédictive, etc. Donc,
Nos valeurs obtenues en ce qui concerne la sensibilité et la spécificité, bonne nouvelle, là encore, c'est comparable à ce qui existait au questionnaire qui existait déjà. Mais là, je voudrais apporter un petit bémol comparable, mais c'est difficilement comparable. On ne peut pas vraiment comparer l'indicateur. Les scores obtenus sont similaires, mais puisque les variables dépendantes sont différentes, puisque le nombre de participants est différent, on a beaucoup plus de participants dans notre échantillon, on pense que peut-être que, mais ça prendrait des analyses plus poussées, que notre questionnaire se défend très bien. L'outil a quand même des forces. C'est, dans le fond, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on fait des études en collaboration avec des gens qui ont les compétences, parce que quand on est rendu dans ce type d'analyse-là, c'est quand même complexe. On a publié donc le questionnaire et tout ça. C'est un questionnaire qui tient la route, qui a été développé et validé auprès de travailleurs québécois francophones indemnisés à l'aide d'un échantillon substantiel, donc 530 participants, ce qui est supérieur à plusieurs des études de validation qui sont disponibles dans la littérature. La variable prédite représente un état réel d'incapacité prolongée, parce que dans la littérature, comme je vous dis, les outils, les variables dépendantes qu'ils ont utilisées, c'est retour oui-non, une variable dichotomique, ou absence plus grande de 30 jours, ce qui vient ici confondre les subaigus et les aigus et les subaigus. En fait, les subaigus et les chroniques. Donc, si vous incluez des chroniques dans votre échantillon et que vous dites que votre outil permet de prédire l'incapacité prolongée, il y a comme une chance d'augmenter votre capacité prédictive parce que juste à cause de la composition de votre échantillon. Donc, nous, on a tenté d'éviter ce biais-là. Les qualités psychométriques sont sensiblement similaires à celles d'autres questionnaires. Et le questionnaire se compose de plusieurs, il a l'avantage de se composer de facteurs psychosociaux qui sont modifiables et qui pointent vers l'importance d'intervenir en milieu de travail, d'aller voir à tout le moins qu'est-ce qui s'y passe, parce qu'on a vu, hein, c'est des préoccupations face au travail et qui sont quand même les meilleurs prédicteurs. Et si vous regardez aussi les items qu'ils composent, le fait de ne pas avoir un salaire très élevé, de ne pas avoir un degré de scolarité très élevé non plus, mais c'est des indicateurs aussi qui sont sans doute le reflet de conditions de travail où tu as plus ou moins de latitude, où tu as plus ou moins de possibilités d'être accommodé, etc. Donc, ça indique vraiment d'aller voir si on veut prévenir l'incapacité, si on veut intervenir d'une façon utile. Ça invite vraiment les intervenants à aller voir. Ça souligne l'importance d'aller voir ce qui se passe en milieu de travail. Notre outil est la version courte qui sert à faire de la prédiction. Ça s'administre entre 5 à 10 minutes. Donc, ça, c'est une qualité, que ce ne soit pas trop long. Et il y a une version longue aussi qui est disponible, les 67 items, qui, elle, cette version-là, peut être administrée pour élaborer des profils. Tout outil comporte des limites. Représentativité, elle est limitée parce que, bien sûr, vous avez vu le nombre de cas potentiels qu'on aurait pu interroger et le nombre qui a participé. Donc, est-ce qu'il y a un billet de sélection? Ça, c'est valable. C'est malheureux, mais dans toutes les études, c'est comme ça. On ne peut pas obliger les gens à participer. Et validité externe limitée aux travailleurs francophones québécois. Donc, quoique l'outil est disponible en anglais, parce que toutes les questions qu'on a utilisées, ça vient d'outils qui ont déjà été validés en anglais et publiés d'abord en anglais pour la plupart. Facilité d'utilisation à améliorer. Ceux et celles qui ont essayé de l'utiliser, mais en tout cas, moi j'en ai eu des nouvelles, c'est compliqué, on ne sait pas comment calculer le score. C'était voulu parce qu'on avait une phase de validation d'utilité clinique en cours, mais ce qui serait utile, si les gens voulaient l'utiliser en clinique, ce serait de développer un petit logiciel pour permettre de rentrer les scores. Genre, il faudrait développer ça, qu'on puisse l'administrer à l'ordinateur puis obtenir le score en cliquant. C'est simplement d'entrer l'équation de régression. Donc, l'utilité clinique, c'est un outil qui serait utile. Et en tout cas, ceux qui existent dans la littérature, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y en a 8 actuellement. Depuis qu'on a entrepris le projet, il y en a 8 qui ont été publiés. Donc, le nôtre arrive. C'était vraiment en effervescence quand on a amorcé le projet, le développement d'outils. Donc, c'est un questionnaire qui permet en fait de sélectionner adéquatement les bénéficiaires de l'intervention, donc d'identifier les cas à risque élevé. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a que 7 de nos individus qui vont évoluer parmi les travailleurs indemnisés. Il n'y en a que 7 qui évoluent vers l'incapacité. Donc, quand
Comment identifier ce 7 %-là? Bien, l'outil permet d'aider à le faire. Donc, identifier les personnes à risque d'incapacité, pour ça, on utilise la version courte. Et la version longue, elle pourrait permettre d'associer les traitements aux caractéristiques des personnes. Donc, c'est un projet qu'on a en tête et qu'on aimerait bien élaborer. Alors, merci à tous ces gens-là. Merci à vous pour votre attention.